Révolution digitale, épisode 56. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée toutes les semaines et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Nouvelle rencontre aujourd'hui avec un entrepreneur et créateur qui fait référence parmi les nomades digitaux. À 21 ans, décidé à ne pas mener une vie par défaut, il arrête ses études pour vivre de ses idées, voyager et être libre. Avec pour objectif de vivre de ses vidéos, il parcourt le monde pour acquérir les compétences nécessaires et trouver le business model qui lui permettra de vivre de sa passion. Il s'inspire ainsi de ses expériences, des difficultés qu'il rencontre et propose des formations pour aider les membres de son audience à vivre eux aussi de leurs idées. Tribu Digital, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Antoine Blanche-Maison, alias Antoine BM. Bonjour Antoine. Bonjour François. Alors un tout grand merci d'être avec nous aujourd'hui et je suis obligé de vous poser la question traditionnelle. Est-ce que vous êtes prêt à nous inspirer ? Bah oui, si c'est le but du podcast, moi ça me fait plaisir. Hein. Génial. Alors Antoine, je viens de donner vraiment un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Alors est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit aperçu de votre vie personnelle, peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous ? Ouais, peut-être. Moi, si tu veux, les gens qui me suivent me voient vraiment comme une sorte de gourou de la liberté qui n'a aucun attachement, aucune dépendance, qui est tout le temps sur les routes. Ce qui était un petit peu le cas quand je me suis lancé, c'est vrai, mais j'en avais besoin. Sauf qu'aujourd'hui, je suis plus tant que ça puisque j'ai mon appart à Paris, j'ai mon chien, mon chat, mon couple et donc j'ai finalement une vie assez bien rangée. Ce qui peut étonner les gens qui me connaissent bien. Et puis sinon, pour résumer vraiment ce que je fais en une phrase, c'est que j'enseigne comment vivre de ses idées sur le web, même avec une petite audience. Et cette précision est importante. J'enseigne pas comment devenir un influenceur ou comment avoir des millions de vues ou comment devenir une star. C'est quelque chose qui moi me tente pas et c'est pas quelque chose que je maîtrise. Moi, je parle vraiment de comment créer un système qui permet de gagner sa vie même avec une petite audience, même avec quelques centaines de vues ou d'écoutes par contenu sur le web. Ouais, et c'est une approche vraiment très humble et j'aime bien ce concept de comment est-ce qu'on peut vivre de sa passion, de son idée, d'être un créateur. Et ici, j'ai vraiment envie de vous demander, c'est quoi la première étape qu'on a envie de vivre de sa passion ? La première étape déjà, c'est d'être sûr qu'on va le tenir sur la durée, de vraiment en avoir envie. C'est-à-dire que le mot passion est important dans ce cas-là. Il y a un peu deux types d'audience dans ce milieu-là. C'est les gens qui cherchent simplement un moyen de gagner de l'argent sur Internet et c'est légitime. Et puis, il y a un autre type d'audience de gens qui ont envie de gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Et moi, je parle vraiment à ces gens-là parce que c'est à ces gens-là que je m'identifie. Et on va vraiment parler, que ce soit sur mes vidéos, on va vraiment parler de création de contenu pour les gens qui sont passionnés par ce qu'ils racontent. Et la passion est super importante parce que toutes les formations que je vais proposer ou tous les conseils que je vais donner ne vont pas vraiment fonctionner si les gens suivent juste, si les gens ont juste envie de se lancer pour gagner de l'argent ou pour vivre ou juste pour si tu veux, il y a des tendances sur le web, il y a des tendances par exemple, ça peut être le dropshipping, ça peut être la création de contenu, la vente de formation, les crypto-monnaies. Bon, il y a plein un peu de tendances qui vont intéresser les gens qui cherchent des moyens différents de gagner de l'argent et c'est légitime. Mais pour moi, la création de contenu n'est pas une tendance. Pour moi, c'est un métier, c'est un vrai boulot. Moi, j'ai envie de faire ça pendant des années, peut-être pendant toute ma vie. Et donc, je parle aux gens qui ont cette même
cette même passion pour la transmission des savoirs, quoi. Oui, et alors quand on voit vos vidéos qui sont vraiment géniales, je conseille vraiment à tous les membres de la tribu digitale d'aller voir les vidéos d'Antoine sur Internet, sur YouTube, et on mettra tous les liens évidemment sur la page dédiée d'Antoine. Mais alors j'ai envie de faire un petit tournant ici, et j'avais vu, enfin vous avez fait dans d'autres émissions ou dans d'autres podcasts référence à la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, oui, qui est un livre fondateur pour beaucoup de gens. Moi-même, c'est un livre que j'avais lu déjà en 2008 et qui m'a beaucoup influencé. Et j'avais envie de vous demander ici, c'est quoi l'information de ce livre, l'information la plus importante ou la plus utile que vous avez retirée de ce livre de Tim Ferriss? Ouais, moi c'est un livre qui m'a beaucoup impacté. Alors il a un peu mal vieilli parce que le livre est rempli de petits conseils, d'outils qui aujourd'hui n'ont pas forcément été mis à jour. Mais le concept du livre, et je pense que beaucoup de gens ont mal compris, beaucoup de gens ont cru que c'était un livre pour les gens qui voulaient plus rien foutre de leur journée, pour les paresseux, et je pense que c'est exactement l'inverse. Pour moi, le concept de la semaine de 4 heures, c'est d'en faire plus. Et pour en faire plus, il faut d'abord réussir à concentrer le travail, il faut d'abord réussir à optimiser ce qu'on fait. Et donc le principe, le concept de la semaine de 4 heures, c'était comment est-ce qu'on peut faire tenir une semaine qui normalement dure au moins 35 heures, et souvent beaucoup plus pour les entrepreneurs, sur 4 heures de travail, et donc avoir du temps libre finalement pour faire autre chose. Et c'est quelque chose que vraiment beaucoup de gens ont du mal avec ça, notamment en France, parce qu'on a un peu la mentalité du sacrifice, tu vois, on a l'impression qu'il faut plus on fournit de sacrifices, plus on se fait mal, plus on se fouette, plus on va avoir de résultats positifs. Et c'est particulièrement faux. Alors moi, je l'ai vraiment vécu, j'ai vraiment vécu de l'intérieur, parce que c'est particulièrement faux dans ma thématique à moi, dans mon business à moi, qui consiste à créer du contenu, où beaucoup de créateurs de contenu, et notamment les youtubeurs, mieux ça commence à marcher pour eux, plus ils vont ajouter des tâches à leur process de travail, ils vont ajouter une meilleure caméra qui sera plus complexe, ils vont passer plus de temps au montage, ils vont affiner leur décor, etc. Donc ils vont passer beaucoup plus de temps sur le process de travail, et ils vont passer moins de temps sur la décantation de l'information, c'est-à-dire sur le moment où tu te formes, où tu lis des bouquins, où tu discutes avec des gens, où tu passes du temps à réfléchir, où tu prends des notes. Et c'est toutes ces petites choses-là qui passent pas vraiment pour du travail qui sont en fait les plus importantes dans ce métier-là. Et je suis convaincu que pour un entrepreneur, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour un entrepreneur, l'entrepreneur ne devrait pas travailler dans son entreprise, l'entrepreneur devrait travailler pour son entreprise. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas passer les 3/4 de son temps à faire des petites tâches qui peuvent être déléguées ou qui peuvent être automatisées. Il devrait passer les 3/4 de son temps à améliorer sa stratégie, à se former, à tester des choses, à tester des nouvelles choses pour améliorer le système. Donc moi, je travaille vraiment avec les systèmes, et pour moi, le concept de ce bouquin-là, c'est justement comment créer un système qui travaille pour toi. Donc c'est un excellent bouquin sur la productivité, et c'est pas du tout un bouquin pour les gens qui ont envie de rien foutre de leur vie. Je pense qu'il y a un petit malentendu avec ce bouquin-là. Oui, et je sens qu'il y a déjà beaucoup de choses. Vous parlez de beaucoup de concepts et d'idées qui, je sens, va finir dans un livre qui sera le vôtre. Et on aura hâte de le lire. Mais bon, vous nous tiendrez au courant, j'espère. Allez, avant de partir sur vos projets, sur votre projet, vos formations sur YouTube, est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil rapide à la tribu digitale? Peut-être un petit conseil YouTube, par exemple, facile à mettre en œuvre pour se lancer sur cette plateforme, par exemple. Alors moi, le seul conseil que je donne aux gens qui ont envie de se lancer, c'est de commencer par apprendre à vendre. Et ça, c'est pas du tout instinctif pour les gens qui veulent, pour les youtubeurs, par exemple, parce que la plupart des youtubeurs se lancent plutôt dans une démarche artistique. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de faire quelque chose d'artistique. Alors ça peut être du divertissement, de l'humour, de raconter des histoires et tout, et c'est très bien. Et je pense que l'art, c'est bien d'avoir cette démarche-là. Le problème, c'est que au bout d'un moment, quand ça commence à marcher, ils se posent la question, ok, comment je pourrais gagner ma vie avec? Comment je pourrais monétiser ce que je fais? Et du coup, ça devient vachement compliqué parce qu'ils n'y ont pas pensé dès le début. Ils y pensent après, et donc ils vont devoir chercher des sponsors. Ils vont devoir, ils vont afficher la publicité, mais on sait bien que la publicité, ça rapporte pas grand-chose sur YouTube. Ils vont chercher des sponsors et se retrouvent à vendre, des boissons sucrées ou des Skittles, quoi, ce qui est pas forcément leur rêve au départ. Alors que si tu te lances en tant que créateur de contenu, ou bien sûr en tant qu'entrepreneur, et que la première chose que tu fais, c'est d'apprendre à vendre, c'est d'apprendre à convaincre. Et apprendre à vendre, c'est pas seulement faire un argumentaire marketing. Apprendre à vendre, c'est comprendre ton marché. C'est comprendre ce dont ont besoin les gens, comprendre ce que tu peux leur apporter, comprendre comment tu peux leur apporter de la valeur. Non seulement tu vas pouvoir viser juste, parce que si tu sais ce dont les gens ont besoin, tu vas pouvoir le proposer, donc ça va fonctionner. Non seulement tu vas pouvoir viser juste, tu vas pouvoir convaincre les gens, avoir de l'impact dans leur vie, les aider davantage.
davantage. Et en plus, tu vas pouvoir beaucoup plus rapidement créer un business model rentable autour de ce que tu fais, donc le faire tous les jours, gagner ta vie avec et transformer vraiment ta passion en métier. Donc moi, si j'avais un seul conseil à donner à n'importe qui, et même pas seulement aux gens qui se lancent sur YouTube, c'est d'apprendre à vendre. On se fait vendre des choses toute la journée, on en est victime toute la journée et à aucun moment on se pose la question, et si moi aussi j'apprenais à maîtriser ça, non seulement pour m'en défendre, pour ne plus être sans arrêt la victime du dernier marketeur qui a décidé de me prendre pour cible, mais aussi pour apprendre à améliorer mes relations avec les autres, à convaincre, à donner aux gens ce qu'ils veulent et à avoir une meilleure harmonie, je pense, autour de soi-même. Voilà, les Tribus Digital, vous venez d'avoir un aperçu de ce que vous pourrez obtenir dans les formations d'Antoine sur YouTube. Alors justement, Antoine, parlons de vos formations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous générez vos revenus, pourquoi vous avez choisi ce business model et qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors moi c'est un peu particulier, 95%, même plus de 95% de mes revenus, ça vient de la vente des formations. Alors mes formations, c'est pas des formations en réel où je parle devant des gens, c'est des formations en ligne, donc c'est souvent des vidéos de formation, parfois des audios, parfois je dessine sur mon iPad, parfois il y a des PDF avec, mais c'est des formations en ligne, ce qui veut dire que je peux en vendre 3 ou je peux en vendre 100, ça me demande pas plus de travail, ce qui permet vraiment d'avoir cet aspect location indépendante comme tu disais, et de pouvoir travailler où tu veux et de pouvoir aussi scaler, c'est-à-dire de pouvoir toucher plus de monde sans forcément avoir à passer plus de temps. T'es pas en train de vendre ton temps, t'es en train de vendre des produits. Donc moi je vends des formations, c'est comme ça que je gagne ma vie. Le reste, alors je fais un tout petit peu de coaching, un tout petit peu d'affiliation Amazon par exemple, mais c'est vraiment presque rien par rapport à la vente de formation. Et alors pourquoi j'ai choisi ce business model ? D'abord parce que ça t'apporte, bien sûr, c'est un business model très flexible qui t'apporte beaucoup de liberté, tu peux travailler où tu veux. J'aime bien le côté système, c'est-à-dire qu'encore une fois, tu crées une formation, tu peux la vendre à 3 personnes, à 100 personnes, à 1000 personnes. Donc, la chose sur laquelle tu peux passer du temps, c'est sur l'amélioration du système, comment créer des formations qui plaisent plus aux gens, comment mieux les vendre, comment mieux les proposer. Ensuite, je pense que c'est ce qui apporte le plus de valeur aux gens en tant que créateur de contenu. Alors bien sûr, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais du divertissement, les gens ils vont pas forcément avoir besoin de formation. Mais si tu es sur YouTube pour donner des conseils ou pour aider les gens à atteindre un résultat, finalement la meilleure chose que tu peux leur vendre, c'est des formations, parce que les gens ils viennent pas sur ta chaîne YouTube pour acheter des boissons sucrées ou pour utiliser des logiciels ou je ne sais quoi. Ils viennent sur ta chaîne YouTube parce qu'ils veulent du contenu. Donc pour moi, la chose la plus logique et la plus efficace et qui peut le plus aider son audience à proposer, c'est des formations. C'est-à-dire on va plus loin dans la création de contenu et dans les vidéos, on va davantage créer, comme on dirait en anglais, de l'awareness, tu vois, de la prise de conscience. On va davantage expliquer le pourquoi. Et dans les formations, on va donner des tutoriels complets. Donc généralement, mes formations durent à peu près 1h30. J'en propose toutes les semaines et chaque semaine, il y a un nouveau tutoriel qui est lié à mathématiques, qui aide les gens à avoir un résultat, en tout cas dans mathématiques. Et c'est quoi la chose la plus difficile que vous ayez rencontrée dans la création de ces formations, ou en tout cas dans la vente de ces formations ou dans ce business de formation ? Alors, il y a un truc qui est assez frustrant, c'est que c'est pas toujours les formations que tu penses être les plus utiles pour ton audience qui se vendent le mieux. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience dans ce domaine-là, tu commences à savoir qu'est-ce qui bloque le plus les gens. Et d'ailleurs, souvent, ce qui bloque le plus les gens, c'est pas qu'il leur manque une petite technique ou un petit outil ou un petit formulaire ou je ne sais quoi. Ce qui manque le plus aux gens, souvent, c'est le mental. C'est le fait de se dire, c'est possible pour moi. Mais ça, c'est pas vendeur. Ce qui est vendeur, c'est de dire aux gens, voilà, je vais te donner des hacks, 30 hacks pour faire ceci, les dernières petites astuces pour augmenter ton trafic, etc. C'est ça qui va le mieux se vendre. Donc, tout le challenge en tant que formateur, c'est en même temps de faire des produits qui vont se vendre, parce que si tu fais le meilleur produit du monde et que personne le suit, ça sert à rien. En même temps de trouver un concept qui va se vendre, et en même temps à l'intérieur du produit de donner les vrais conseils, les conseils dont les gens ont le plus besoin. Et c'est vrai que c'est peut-être ça la principale difficulté, et parfois ça peut être un peu décevant. Enfin, tu vois, tu peux avoir des grosses différences. T'as des formations qui vont faire des centaines de ventes, des formations qui vont faire 3 ventes. Ça peut être assez frustrant quand tu t'es vraiment donné du mal sur une formation et que tu penses que c'est une de tes formations les plus importantes, quand elle se vend pas, et qu'à côté tu fais la petite formation où voilà, tu sais que ça va marcher, ça marche, et tu sais que c'est pas ta meilleure formation, quoi. C'est peut-être ça, je dirais. Ouais, et en plus, on se rend pas compte du travail qui est mis à la création de toutes ces formations, de ces vidéos. Beaucoup de gens pensent que c'est hop, vous vous mettez devant une caméra. Et oui,
C'est vrai qu'il y a une certaine facilité. Aujourd'hui, tout le monde peut acheter le matériel, se mettre devant son ordinateur et faire des formations. Mais dans votre cas, par exemple, il y a un énorme travail qui est fourni de création, de préparation. Souvent, on ne se rend pas compte de ça. Et alors ici, j'ai envie de vous demander, mais comment est-ce que vous faites quel est le modèle que vous avez choisi pour vous rémunérer sur ces formations? Est-ce que ce sont des abonnements? C'est des paiements par formation? Comment ça se passe? Ouais, alors juste avant, je vais rebondir sur ce que tu as dit avant. Je passe pas très longtemps sur une formation. En vrai, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que beaucoup de gens pensent que c'est facile de faire des formations, puisque moi, un des plus gros blocages dans mon audience, dans les gens qui me suivent, c'est justement de faire des formations, parce qu'ils s'imaginent qu'il faut des semaines pour faire une formation. Et en fait, la vérité, un peu le secret qu'il y a derrière ça, c'est que faire une formation, quand t'as déjà les infos dans la tête, c'est-à-dire quand tu baignes déjà dans ce milieu-là depuis un moment, c'est pas difficile, c'est pas long en tout cas de le faire, parce que les infos, tu les as déjà. Et c'est pour ça que quand je te disais au début que le temps, il est davantage à passer sur les idées, sur la décantation, sur ta formation personnelle que sur la création, c'est ça que je voulais dire. C'est que si tu, par exemple, si tu t'as jamais fait tu connais pas bien ta thématique, tu te lances dans une nouvelle thématique, t'as jamais fait de formation dessus et tu décides d'un coup de faire une formation dessus et tu passes une semaine à essayer de rechercher des infos pour remplir ta formation. Ça va prendre beaucoup de temps et derrière ta formation, sera juste un peu un copier-coller de ce que t'as pu trouver ailleurs sur Internet. Maintenant, si t'es passionné par ta thématique, et c'est là aussi que vient l'importance de la passion, si t'es passionné par ta thématique, que tous les matins tu commences ta journée en lisant une partie d'un bouquin sur ta thématique, qu'ensuite tu lis tous les sites d'infos qui parlent de ça. Ensuite, tu suis 2-3 créateurs de contenu qui sont vraiment excellents là-dessus. Ensuite, tu réfléchis tout le reste de la journée à quelles nouvelles idées tu pourrais trouver, comment tu pourrais combiner une idée A, une idée B pour faire une idée C. Tu réfléchis à tout ça, tu te crées une sorte de base de données à l'intérieur de ton cerveau d'informations. Et ensuite, t'as plus qu'à faire une simple requête pour rechercher cette information. Alors, pour aller même plus loin, moi, j'ai carrément une base de données physique, c'est-à-dire que j'utilise un logiciel, on viendra plus tard, peut-être si tu veux parler des outils que j'utilise. J'utilise un logiciel sur mon ordinateur qui s'appelle Beer, qui permet de prendre des notes, et sur ce logiciel, je vais noter absolument tous les concepts que je lis à droite à gauche. Et je vais les taguer, ces concepts-là. Et donc, dès que je fais une formation, et c'est ça, en fait, la magie de baigner pendant la plupart de ton temps dans le contenu qui t'intéresse, c'est que le jour où j'ai besoin de faire une formation sur, sur la création de vidéos, par exemple, sur le montage vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais réfléchir à toutes les vidéos que j'ai montées. J'ai monté plus de 500 vidéos, forcément. Il y a des trucs que j'ai appris sur le tas. Ensuite, je vais aller voir dans ma base de données sur mon ordinateur, je vais taper montage, je vais avoir une dizaine de notes qui parlent de ça, où je vais pouvoir trouver des petites astuces à droite à gauche. Et en l'espace de 30 minutes, peut-être 1 heure, je vais avoir le plan complet de ma formation, et ça va être une formation différente de toutes les vidéos gratuites que tu vas pouvoir trouver sur YouTube, parce que je suis pas allé chercher mes informations là où tout le monde va les chercher. Ça vient d'un espèce d'environnement qui est lié à cette thématique-là. Et pardon, du coup, j'ai pas du tout répondu à la question que tu veux. Si, non, mais justement, merci beaucoup Antoine d'avoir clarifié ça, et j'ai même envie de dire ici, Tribu Digital, du coup, vous n'avez même plus d'excuses du tout. Si vous avez une expertise ou un talent, et que vous pouvez l'offrir aux autres par le moyen d'une formation ou d'un médium similaire, plus d'excuses. C'est là. Que ce soit aller l'apprendre par une formation d'Antoine ou si vous le faites par vous-même, vous avez raison, parce que quand je parlais de l'effort qui était mis, c'était plutôt dans le sens que c'est pas en restant assis à ne rien faire que les choses vont se faire. Il y a quand même oui, bien sûr. L'effort, il est toujours là, mais comme vous l'avez précisé, c'est pas vraiment un effort qui doit servir d'excuse à ne pas se lancer. Alors merci beaucoup pour ça Antoine, et gardons ça sous la main. Alors on va partir ici maintenant avec toutes ces informations et explorer un peu votre parcours entrepreneurial, votre aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Alors Antoine, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Alors quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Alors, moi j'ai su que je voulais être entrepreneur au moment où j'ai eu la pire expérience salariée de ma vie. C'est-à-dire que, alors, il y a des gens qui ont des expériences bien pires que ça. Encore une fois, je suis pas en train de me plaindre. Simplement, moi, j'ai une très faible tolérance à la hiérarchie, à l'autorité et surtout à tout ce qui est privation de liberté. Je déteste quand quelqu'un se met sur ma route et me dit ce que je dois faire. Alors, je sais que ça dépend des gens. Moi, je suis particulièrement sensible à ça. Bienvenue au club. Ouais. Et je pense qu'il y en a pas mal dans les gens qui te suivent qui sont dans ce cas-là. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages quand j'étais en école de commerce, parce que j'ai fait 3 ans d'école de commerce avant de me lancer.
Et notamment un de ces stages-là, c'était, alors j'en parle souvent parce que c'est vraiment l'élément déclencheur. C'est là où j'ai eu cette fameuse prise de conscience. J'ai fait un stage dans une entreprise qui vendait des piscines sur Internet. Et alors c'était pas le bagne, hein. Encore une fois, il y a des gens qui ont des expériences bien pires que ça. Mais bon, c'était chiant. On était 7 stagiaires. Il y avait 2 managers, dont un qui était particulièrement insupportable. Et on était traités comme des enfants. Et je passais ma journée à répondre au téléphone à des clients qui me hurlaient dessus. Donc c'était un petit peu, c'était carrément pénible pour moi en tout cas. Et puis justement à ce moment-là, j'étais en train de relire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc d'un côté, le matin dans le bus, je lisais un truc qui me rendait fou parce qu'il me disait que c'était possible de gagner sa vie en faisant ce qu'on aime, d'avoir cette liberté-là, de pouvoir choisir ce qu'on faisait de ses journées, ce qui moi me paraissait absolument inimaginable. Et de l'autre côté, toute la journée, je faisais un truc qui m'ennuyait très profondément et qui me donnait l'impression d'être enchaîné. Et ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est ok, le stage dure 3 mois. Si le stage durait ne serait-ce qu'un mois de plus, je suis sûr que je tombe en dépression ce mois-ci. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait plus que ça recommence et je me suis juré de plus jamais recommencer ça, de plus jamais me retrouver dans une situation comme ça et de tout faire pour y arriver. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que je le ferais en fait, que même si je devais galérer, c'est-à-dire que moi, mon objectif, je suis jamais devenu entrepreneur, ni pour l'argent, ni pour créer quelque chose ni pour créer le nouveau Facebook. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté. Ce qui m'intéresse, c'est pas de créer un monstre et devenir célèbre. Ce qui m'intéresse, c'est pas de gagner des milliers et de pouvoir m'acheter 15 appartements. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté. C'est de pouvoir choisir mes journées, faire ce que je veux à l'intérieur et passer du temps avec les gens que j'aime bien, que j'ai choisis. Et donc ça, voilà, je me suis dit, même si je dois galérer, même si je dois passer des années et des années dans un petit studio tout pourri pendant que je vois mes amis avoir des promotions et avoir je le ferai et c'est pas grave parce que je préfère ça et être libre plutôt que d'être coincé dans un système qui me convient pas. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivé. C'était la liberté. J'ai toujours été drivé par la liberté. Je suis toujours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je connais personne qui a plus de liberté que moi et je suis extrêmement content de la vie que j'ai aujourd'hui. Donc j'essaie d'améliorer le process, j'essaie d'être plus heureux aussi dans ce que je fais, de construire des journées qui me plaisent. Mais c'est toujours cette même motivation de liberté que j'avais au départ qui me drive et c'est pour cette raison que j'ai pas envie d'embaucher de salariés, c'est pour cette raison que j'ai pas envie d'avoir de bureau, c'est pour cette raison que je voyage beaucoup, que je travaille dans les chambres d'hôtel parce que c'est ça ma vision de la liberté à moi. Oui, et c'est vraiment très bien dit parce qu'on pense toujours qu'être entrepreneur, c'est de créer des startups, c'est de faire des levées de fonds. On est dans la French Tech en France par exemple. Ça vaut aussi pour le Canada, l'Afrique, partout. Mais non, être entrepreneur, il y a différents niveaux et ça dépend vraiment de ce qu'on veut accomplir. Et dans le cas d'Antoine, c'est la liberté. Et dans votre cas, Tribu Digital, c'est peut-être autre chose. Vous avez peut-être des ambitions, des grandes ambitions. Et puis vous avez peut-être la même ambition qu'Antoine qui est d'avoir cette liberté et j'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus et cette liberté, j'ai pas envie de dire qu'elle a un prix, j'ai plutôt envie de dire que voilà, être entrepreneur peu importe le niveau et même être salarié, on a le même problème, mais tout n'est pas rose. Parfois il y a des moments, vous parlez de galère un peu plus tôt ici, est-ce que peut-être Antoine vous pouvez nous emmener dans un de vos pires moments en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous pouvez nous emmener dans un de ces moments et nous le raconter? Ouais. Alors moi alors ça fait pas très très longtemps, ça fait 2 ans et demi que je fais ça à plein temps, donc ça fait peut-être pas encore suffisamment longtemps pour que j'ai des moments vraiment terribles. Pour l'instant ça allait plutôt bien, mais j'ai eu des moments difficiles, des moments un petit peu tendus. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple au début je gagnais pas beaucoup d'argent, j'ai commencé vraiment à vivre de ce que je faisais quand j'étais à l'autre bout du monde. Je suis parti en voyage à l'autre bout du monde, je me suis dit si je veux continuer mon voyage, j'ai pas le choix, il faut que je fasse des ventes. Et donc je me souviens d'un moment où j'étais aux Philippines, au fin fond des Philippines, j'étais tout seul, j'étais complètement à découvert, je crois que j'étais à moins 400 € sur mon compte bancaire et j'avais un découvert autorisé de moins 500. Et donc j'étais dans une auberge, une petite auberge jeunesse à 5-10 € la nuit et je me disais il faut absolument que je fasse quelque chose, il faut absolument que je fasse des ventes sinon je vais pas m'en sortir quoi. Et pour moi je voulais vraiment pas demander de l'argent à mes parents, pour moi c'était l'objectif, c'était justement de ne pas faire ça. Et donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai pris toutes mes formations, je vais peut-être en avoir 6 ou 7. J'ai fait une grosse promo, je les ai mis dans un pack, j'ai appelé ça Je vends tout. J'ai envoyé un mail et d'un coup ça a marché, ça a fait des ventes. J'avais dû faire peut-être 2000 € à ce moment-là, mais c'était beaucoup pour moi à ce moment-là. Et ça m'a sauvé, ça m'a un peu sorti du trou. Et c'est aussi peut-être ce jour-là que j'ai compris que
il y avait pas de secret. Si tu voulais gagner ta vie avec ce que tu faisais, il suffisait pas d'être passionné, il suffisait pas de faire beaucoup de vidéos, il fallait vendre des produits, quoi. C'est ça le nerf de la guerre, c'est ça qui te permet d'en vivre, c'est ça qui te permet de durer dans ce métier-là, c'est ça qui te permet de le faire encore 10 ans après, c'est de vendre des produits. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à un système où j'allais vendre beaucoup plus régulièrement que ce que je faisais à l'époque. Oui, et justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un petit peu plus de détails sur ce système? Parce que quelque chose qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on peut anticiper, comment est-ce qu'on peut éviter de se retrouver dans ces situations où le cash flow et qui est en fait très nécessaire devient rare et une source de stress énorme pour les entrepreneurs. Ouais. Alors moi je connais pas, je connais pas le métier d'autres entrepreneurs qui font quelque chose de différent que moi. Moi je connais bien les créateurs de contenu, donc je vais parler pour eux davantage. Pour les gens qui vendent des formations, pour moi ce qui a tout changé, c'est la fréquence. Pendant des mois et des mois au début, j'avais ce terrible défaut qui était que je lançais un produit quand j'avais besoin d'argent. Donc j'attendais soit d'être à découvert, soit d'être très juste, très serré, soit d'avoir quelque chose à acheter pour me sortir une formation. Donc je fonctionnais un peu au bâton, quoi, tu vois. J'attendais vraiment d'être dans la merde pour sortir une formation, en gros. Et un jour, j'ai compris que c'était pas durable comme façon de faire, parce que je vivais dans le stress, parce que je risquais un jour de faire un produit qui allait pas marcher, et donc je me retrouverais dans la galère, parce que j'avais envie aussi de pouvoir mettre de côté. Et là, j'ai compris que le secret, c'était la fréquence. Donc, au lieu de sortir un produit une fois de temps en temps, donc peut-être tous les 2-3 mois, je me suis mis à sortir un produit tous les 15 jours. Et donc, ça a concordé au moment où j'ai créé ma société, où j'ai arrêté d'être entrepreneur, j'ai créé ma société, donc j'avais plus de plafond. Et là, ça a été magique, mais ça l'est pas. C'est juste, c'est pas compliqué. Il suffit de proposer une offre plus souvent. Je me suis mis à littéralement multiplier mes revenus par 4 et à les maintenir et à les augmenter, simplement en commençant à vendre un produit tous les 15 jours. Et aujourd'hui, je sors un produit par semaine. J'ai 1 ou 2 offres par semaine, parce que je fais aussi des promotions. Et j'ai pas une très grosse audience. Et c'est vraiment la clé. C'est aussi un truc à comprendre. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. C'est que la clé, c'est de proposer des offres régulières. Et beaucoup d'entrepreneurs dans ce milieu-là ont 1, 2 ou 3 produits et concentrent tous leurs efforts sur le fait de trouver de nouveaux clients. Ce qui est difficile, ce qui coûte cher parce qu'il faut faire de la publicité, et ce qui est limité dans le temps parce qu'à un moment tu vas toucher à peu près tous les clients de ton marché, et ça va être difficile d'en toucher de nouveaux. Ça va être de plus en plus difficile, de plus en plus cher. Et la clé, c'est pas de chercher sans arrêt de nouveaux clients. La clé, c'est de proposer de nouvelles offres à tes clients existants. Parce que t'as pas besoin de les convaincre à nouveau. Ils te connaissent déjà. T'as plus besoin de proposer des garanties, des tas de choses. Les gens te connaissent. Les gens sont habitués à ton travail. Les gens sont habitués à ta manière de travailler, à ton système à toi. Ils sont habitués à ta pédagogie aussi. Et donc, c'est beaucoup plus facile de vendre des formations à des gens qui te connaissent déjà que d'essayer à tout prix, sans arrêt, de payer et de convertir pour du trafic froid. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé quand tu es créateur de contenu, c'est d'abord d'apprendre à vendre et ensuite de sortir des offres de manière la plus récurrente possible, au moins une fois par mois, si possible une fois tous les 15 jours et au mieux une fois par semaine. Oui, et on dit toujours qu'il vaut mieux mettre toute son énergie et son temps à servir ces 1000 super fans que d'essayer de mettre son temps et son énergie à attirer l'attention de 20 000 autres fans. Je pense que ça rejoint un peu ce que... Complètement d'accord avec ce que tu dis, complètement. Et alors Antoine, à l'inverse, alors est-ce que vous pouvez nous emmener dans un de vos meilleurs moments en tant qu'entrepreneur? C'est peut-être une épiphanie que vous avez eue, une idée géniale qui vous a poussé vers plus de succès, de résultats, ou peut-être juste un moment éclairé, vous étiez en mesure de tourner les chances en votre faveur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment comme ça? Si tu veux, ça fait encore une fois, c'est pas très longtemps que je le fais, donc dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Moi, j'ai toujours été assez content de ce que je faisais. Alors, un truc que j'ai pas précisé quand même, parce que après les gens vont penser que un truc que j'ai pas précisé quand même, c'est que avant de gagner ma vie avec, donc là ça fait 2 ans et demi que j'ai gagné ma vie avec, pendant 3 ans j'avais un truc mais je faisais rien, c'est-à-dire que j'avais un blog, j'avais déjà vendu des formations, je savais que ça pouvait marcher mais je procrastinais, comme j'étais étudiant j'avais un peu la flemme, je faisais rien. Donc il m'a fallu 3 ans pour comprendre qu'il fallait que je me bouge si je voulais gagner ma vie avec. Donc ça quand même je précise, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et puis ensuite ça s'est fait vite parce que j'avais plus le choix en fait, je suis parti en voyage, j'avais pas le choix, il fallait que je paye quoi. Maintenant les moments de révélation, alors moi encore une fois ce qui me motive c'est la liberté, donc c'est les moments où je connais le plus de liberté qui sont vraiment des moments pour moi d'intense
immense plaisir où je me dis c'est incroyable la vie que j'ai, c'est incroyable le métier que j'ai. Moi, je vois pas quel métier je pourrais faire qui m'apporterait plus de bonheur que celui-là. C'est des moments où je suis à l'autre bout du monde, je suis dans un bus, tu vois, entre deux petites villes du Laos, et je vois le paysage passer et je me dis mais c'est quand même génial, tu vois, j'adore ma vie, quoi. Je me dis voilà, on est lundi matin, la plupart des gens sont dans le métro en train d'aller au boulot et moi je fais ce que j'aime. Pour moi, c'est un privilège qui est gigantesque. Et donc, pour moi, il est même pas question d'envisager, d'arrêter, d'abandonner ou même de faire autre chose parce que je fais le boulot de mes rêves. Je fais le boulot qui m'apporte la liberté, qui m'intéresse et qui en plus a des possibilités, en plus qui me permettent de bien gagner ma vie et d'avoir un peu de challenge au quotidien. Donc j'ai peut-être pas, tu vois, j'ai des moments d'illumination, j'en ai plein. Souvent, c'est quand je suis en voyage. Souvent, c'est quand je vis des moments de liberté où je me ressens vraiment cette liberté-là. Ouais, quand on est dans sa zone, on pourrait presque dire. Et alors, ouais. Antoine, si vous pouviez résumer la leçon clé, alors que vous avez retiré de votre expérience jusqu'à présent, quelle serait-elle? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience en tant qu'entrepreneur? Alors, ce que je ferais très bien, c'est tout à l'heure, tu parlais des gens qui veulent créer une entreprise et qui pensent toujours start-up. Les startups, c'est un monde fascinant. Moi, je me suis énormément formé sur les startups. J'ai regardé à peu près toutes les vidéos d'Oussama Ammar 10 fois. Je connais par cœur, vraiment. Et c'est un domaine que je trouve fascinant. J'ai appris plein de choses sur le growth hacking, sur plein de domaines. Le problème des startups, c'est que c'est pas du tout pour tout le monde. Et le problème aussi des startups, c'est que on ne crée pas une startup pour la même raison qu'on crée une entreprise. On peut créer une entreprise pour la liberté. Moi, c'est ce que j'ai fait. On ne crée pas une startup pour la liberté. La startup t'apporte tout sauf la liberté. Elle t'enferme dans une sorte de pression intense, de travail intense, de résultats très, très hasardeux. Et une startup, c'est un peu comme jouer au loto, c'est-à-dire que t'as très peu de chances de gagner. Mais si tu gagnes, tu rafles tout. C'est ça le principe d'une startup. C'est la croissance ou la mort. Moi, je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Donc, les startups, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Moi, je viens d'une école de commerce. Dans mon école de commerce, tous les gens qui voulaient créer une boîte voulaient créer le nouveau Facebook. Et au final, aujourd'hui, je connais personne qui l'a fait. Par contre, je connais des gens qui avaient un talent dans un domaine particulier. Et ça peut être n'importe quoi. Moi, j'aime bien en plus les trucs qui sont même pas liés au web. Par exemple, je sais pas, les gens qui sont les boulangers, les électriciens, les serruriers, n'importe quoi, qui ont décidé, alors ça, bien sûr, ça peut être sur le web aussi, ça peut être les créateurs de contenu, ça peut être je sais pas, les développeurs, par exemple, ou les rédacteurs, ce que tu veux. Des gens qui ont décidé de faire d'un truc qu'ils aimaient, d'un truc qu'ils considéraient comme un hobby, de se professionnaliser dedans et devenir le meilleur là-dedans, ou alors de faire les choses de manière différente. Tu vois, je peux te donner un exemple, je sais pas, le serrurier, alors peut-être pas le serrurier, je sais pas, le plombier qui décide de se faire connaître sur le web et de devenir, tu sais, de se faire appeler, de devenir le plombier honnête. Aujourd'hui, un gros problème avec les plombiers, c'est que comme tu les connais pas, ils viennent et ils te reverront jamais. Il y en a beaucoup, c'est un peu des escrocs. Et donc, si toi t'arrives sur le web et que tu crées un site web en te présentant, en expliquant, ou même une chaîne YouTube. Aujourd'hui, il vaut mieux faire une chaîne YouTube. Tu crées une chaîne YouTube, tu montres aux gens des petits tutoriels pour réparer leur tuyauterie. Tu fais des vidéos où tu dis voilà 5 choses à faire attention quand on fait venir un plombier, voilà 5 arnaques courantes à éviter. Bah tu vas développer une réputation et le jour où les gens auront besoin d'un plombier, c'est toi qui vont appeler. Si t'es la petite pizzeria du coin et que tu fais des vidéos sur YouTube en expliquant aux gens comment faire des pizzas, en leur donnant des petites recommandations et tout, le jour où les gens ils auront la flemme de faire leur pizza eux-mêmes, c'est toi qui vont appeler parce que tu leur as apporté de la valeur et parce que tu auras prouvé tes compétences. Et donc moi je suis fasciné par ces gens-là qui ont une compétence bien à eux et qui décident, qui mettent un peu leur ego de côté et qui disent ok, je vais pas faire le nouveau Facebook, mais je vais devenir bon dans ce que je fais. Je vais devenir le meilleur dans ce que je fais. Ou alors je vais faire les choses de manière radicalement différente que personne d'autre dans ma profession fait. Et ces gens-là parfois ont des réussites extraordinaires. T'as des boulangers, tu vois, par exemple, qui créent des boulangeries à la française, je sais pas, aux États-Unis et qui cartonnent et qui ouvrent 15 boulangeries et qui font un truc énorme. Bah probablement que si ces gens-là avaient essayé de faire un nouveau réseau social pour je sais pas, un nouveau réseau social qui plante un arbre à chaque produit vendu ou je ne sais quoi, tu vois, les trucs à la mode, s'il avait essayé de faire ça, probablement que ce serait planté. Mais il est parti de ses compétences, il a commencé petit et c'est comme ça qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc moi c'est ça aussi. Alors moi j'ai rien fait d'extraordinaire, mais je suis parti de ce que j'aimais. Moi j'ai toujours aimé créer du contenu. Quand j'étais petit, je faisais des petits journaux pour ma famille et tout. J'ai fait 50 000 blogs. Enfin j'ai toujours fait ça. Je suis parti de ce que j'aimais bien. Ensuite je me suis passionné pour la vente, le marketing, la création de petites entreprises. Donc j'ai commencé à en parler aussi. Et finalement j'ai créé un truc qui est parfaitement sur mesure pour moi.
Alors c'est pas le nouveau Tesla, c'est pas le nouveau Facebook, c'est pas le nouveau Google, ça sera probablement jamais, mais en tout cas c'est sur mesure pour moi et je suis heureux là-dedans. Et je pense qu'il vaut mieux être heureux en faisant quelque chose qui brille pas mais qui te rend heureux, plutôt que d'être frustré toute sa vie parce qu'on veut créer le nouveau Tesla mais juste on se lance jamais parce que c'est trop gros, quoi. Donc c'est ça, si je devais donner un conseil, ce serait peut-être ça, à partir de ce qu'on aime, de ce qu'on sait faire, de ce qui nous intéresse, et créer quelque chose en commençant petit pour ensuite le développer avec le temps. Voilà, et c'est Tribu Digital un peu ce que j'appelle l'entrepreneur 2.0. Et enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, mais votre rêve de liberté et d'indépendance, il n'est pas seulement lié à lancer une start-up. Vous pouvez commencer petit, vendre votre talent pour résoudre un problème, le problème de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et c'est en mettant cette expertise en avant, en commençant petit et en restant peut-être dans ce cadre où vous développez ce talent, que vous allez aussi pouvoir vous envoler. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans tout le méli-mélo de la création de start-up. Merci beaucoup, Antoine, pour nous rappeler ces mots de sagesse. Alors voilà, on est arrivé à la partie des questions flash. Antoine, alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Allez. Quelle est votre définition du succès? Alors, pour moi, le succès, c'est une question c'est ses propres critères. C'est-à-dire pas le succès par rapport aux critères des autres qu'on voit à la télé, le succès par rapport à ses critères à soi. Moi, par exemple, c'était la liberté. Aujourd'hui, j'ai réussi dans mon domaine. Si c'était l'extrême richesse, j'aurais échoué. Mais c'est pas mes critères à moi. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine au quotidien qui vous aide? Alors moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai testé plein de choses. En ce moment, c'est un peu particulier puisque j'ai pas de journée type, j'ai une semaine type. C'est-à-dire que le lundi, je fais tout mon travail, je fais toutes mes créations de la semaine. C'est-à-dire que je prends une chambre d'hôtel du dimanche soir au mardi matin. Et le lundi, je fais la formation, je fais la vidéo de vente de la formation et je fais 2 autres vidéos et je programme tout ça. Et le reste de la semaine, je me forme, je lis, je prends des notes, je prends des rendez-vous, etc. Je fais juste une petite parenthèse ici, mais ça demande quand même une certaine logistique. Comment vous faites pour réserver vos hôtels? Vous avez une app ou particulière pour ça? J'utilise Hotel Tonight, qui permet de réserver des hôtels au dernier moment et d'avoir des bons prix. Alors, je suis pas affilié à eux, mais j'aime beaucoup. Génial. Alors, si vous deviez recommander un livre, quel serait-il et pourquoi? Alors, par rapport à tout ce qu'on a dit dans cette interview, je dirais L'effet cumulé, qui est un très bon. Alors, c'est pas un bouquin moi qui a fait une épiphanie pour moi parce que j'étais assez d'accord avec tout ce qu'il disait, mais ça a permis de structurer ma pensée. L'effet cumulé de Darren Hardy, c'est un bouquin qui parle des habitudes et de la puissance des habitudes sur le long terme. Et je pense que dans ce boulot-là, et sûrement dans n'importe quel boulot, ce qui fait des réussites exceptionnelles à long terme, c'est des petites habitudes simples prises quotidiennement. Alors, quels outils ou applications, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Alors, j'utilise principalement, donc je t'ai dit tout à l'heure, Bear, qui me permet, donc BEAR, qui est disponible seulement dans l'environnement Apple, qui permet de prendre des notes, d'ajouter des tags de manière très simple, très esthétique. J'utilise pas mal Evernote aussi pour tout ce qui est scan de mes documents administratifs. J'utilise aussi beaucoup Trello et Slack pour discuter parce que j'ai un assistant quand même qui m'aide au quotidien pour faire les mises en ligne et tout. Donc j'utilise Trello pour lui envoyer des idées. Aussi pour noter toutes mes idées de contenu, j'utilise Trello pour ça. Donc principalement Bear, Trello, Slack, Evernote. Alors qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Je dirais la libéralisation de l'économie. Je sais pas comment l'appeler, ou l'ubérisation si tu préfères. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens se disent que les emplois vont être moins bien protégés, ce qui est vrai. Mais moi, je pense qu'il faut choisir entre la protection ou la liberté. Je comprends qu'il y a des gens qui choisissent la protection. Moi, je préfère la liberté, donc je suis très content d'arriver dans cette nouvelle économie où on a beaucoup plus de flexibilité, où on peut trouver un job facilement, où on peut le quitter facilement. On n'est pas là en train de se faire des procès ou de se mettre la misère pour forcer un employé à quitter la boîte, quoi. Et moi, ça me plaît beaucoup et je pense que ça va beaucoup plus loin que simplement les jobs. On voit ça aussi avec les crypto-monnaies, par exemple. On voit les crypto-monnaies, c'est quoi? C'est la libéralisation de l'argent, c'est-à-dire que l'argent n'est plus quelque chose qui est organisé par l'État et les banques centrales. L'argent revient à sa fonction primaire qui est de faire des échanges entre particuliers et professionnels. Donc ça me plaît beaucoup, c'est des choses qui m'intéressent. Je sais pas comment ça va façonner ou changer la société. En tout cas, c'est des domaines qui, je pense, sont très prometteurs.
Ouais, et tout est en train de changer. Vous parlez des crypto-monnaies, de la blockchain, mais aussi du travail. Et vous parliez aussi, il y a deux petites secondes, que vous travaillez avec un assistant. Et alors ici, je dévie un peu des questions flash, mais j'ai quand même envie de vous demander comment est-ce qu'on trouve un assistant dans le monde francophone? Parce que quand on lit la semaine de 4 heures, il y a tout un tas de possibilités pour trouver des assistants anglophones. Mais comment on fait en francophonie? Alors, moi j'ai triché en fait, j'ai utilisé mon audience et je pense que c'est pas mal quand on a une audience d'utiliser son audience parce que c'est des gens qui connaissent déjà notre façon de travailler, donc ils savent à quoi s'attendre et on aura moins de travail à faire pour les former. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'avais fait un simple post Facebook où j'avais demandé qui c'est qui veut devenir mon assistant. J'avais eu peut-être 70, j'aurais dû recevoir 70 mails et j'en ai appelé un et c'était le bon et il se trouve qu'il est top. À retenir, super technique. Et voilà, et la dernière question, c'est la question back in time. Alors, Antoine, évidemment, c'était il y a peut-être pas très longtemps, mais imaginons que vous avez quand même l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 15 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous direz-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Alors, si je veux être très rationnel et aussi un peu chiant, on va pas se mentir, je dirais strictement rien parce que je pense que si on change le passé, on change le présent et je suis très heureux dans mon présent. Donc je pense qu'il y a des erreurs que j'ai fait et si je les avais pas fait, j'aurais pas compris ce qu'il fallait faire. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand je faisais mon stage qui était le pire stage de ma vie et j'en suis extrêmement reconnaissant finalement à mon employeur de m'avoir pris pour ce stage parce que ce stage m'a aidé à comprendre que je voulais plus jamais être salarié. Donc ce genre de choses en fait, je pense les erreurs qu'on fait nous façonnent vraiment. Donc évidemment je dirais rien, je pense, je me planquerais derrière un mur. Mais si je voulais être un peu plus amusant, je dirais d'arrêter peut-être de vouloir impressionner tes parents. Et c'est un problème que j'avais et je pense que beaucoup de gens qui ont mon âge long, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour nos parents ou alors pour nos amis ou pour nos proches, pour leur montrer qui on est, pour leur prouver que nous aussi on en est capable. Sauf que les paramètres de la réussite ou du succès de tes parents sont pas les mêmes que les tiens et donc on voit beaucoup de jeunes, qui deviennent médecins, avocats et qui en ont pas du tout ou ingénieurs qui en ont pas du tout envie, qui le font juste parce qu'ils veulent prouver à leurs parents qu'ils en sont capables et c'est dommage. Et alors moi c'était différent parce que moi j'avais déjà lancé mon truc mais je voulais absolument, je voulais être reconnu, je voulais faire des vues, je voulais être connu, je voulais tout un tas de choses qui m'auraient rien apporté, qui étaient très loin de ce qui compte pour moi, mais que je faisais peut-être pour prouver aux autres que moi aussi je pouvais faire quelque chose de bien. Et aujourd'hui, je m'en suis assez détaché. Et franchement, aujourd'hui, j'en ai vraiment rien à faire de ce que peuvent penser les gens de moi, sauf bien sûr mes clients ou sauf les gens qui me suivent. Les gens qui me connaissent pas mon métier, j'aime pas leur en parler, ou si j'en parle, je résume à mort parce que ça m'intéresse pas d'avoir leur feedback dessus, clairement. Voilà, et Tribu Digital, Antoine a vraiment raison quand il dit que il ne voudrait pas changer ses expériences et ses erreurs. Et finalement, c'est vrai, c'est ça qui va vous former. Donc, il faut se lancer dedans et les accepter, les prendre comme elles sont. Mais surtout, ce qui est très important aussi, c'est d'être fidèle à vous-même, c'est à votre intuition, à qui vous êtes. Et je vous laisse méditer sur ces mots très sages, je trouve, d'Antoine. Et c'est quelque chose qui revient souvent aussi dans le podcast. Et j'en pense qu'on fera même un article là-dessus parce que c'est vraiment une question très importante. Enfin, en tout cas, la réponse qu'on nous donne est toujours très, très, très... je vais pas dire similaire, mais elle nous donne le même, c'est un peu la même chose qui revient. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas totalement acquis pour tout le monde. Alors, Antoine, vraiment, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'épisode. Alors, c'est ici que je vous remercie d'avoir généreusement partagé toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure d'Antoine vous inspirera à faire le grand saut. Alors, Antoine, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat, qui se sentent bloqués? Si vous aviez un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Je dirais de commencer avec ce qu'ils ont. Déjà, pas essayer de faire quelque chose d'immense, commencer par faire quelque chose de petit, de simple, commencer par vendre un produit à des clients. On parlait tout à l'heure de peut-être l'erreur de vouloir lancer une startup quand c'est pas ce qu'on veut vraiment. Notamment, un des problèmes avec les startups, c'est qu'on cherche pas à vendre, on cherche à grossir seulement, et puis ensuite l'argent sera plus un problème. On peut se vendre à Google pour 1 milliard.
Nous, c'est pas ce qu'on fait quand on est petit entrepreneur, quand on est indépendant. Ce qu'on fait, c'est notre seul moyen de gagner de l'argent, c'est de vendre des produits à des clients. Donc, c'est la priorité. Peut-être regarder les compétences que tu as, ou qu'est-ce que tu peux enseigner, qu'est-ce que tu peux partager. Trouver peut-être 2 ou 3 clients à qui les partager, puis on commence comme ça, puis ensuite on en trouve d'autres, puis ensuite on en trouve plus, puis ensuite on vend plus cher, etc. Mais commencer petit, apprendre à vendre et trouver des clients pour ces produits, tout simplement. Tribu Digital, tout est dit. Antoine, vraiment, merci du fond du cœur d'avoir partagé tout ça avec nous. Alors avant de nous quitter, dis-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Alors, en contact, c'est simple, je suis sur YouTube, donc Antoine BM sur YouTube, et puis je suis sur Instagram aussi, je me suis remis un peu sur Instagram, donc c'est juste Antoine BM sur YouTube, sur Instagram. Vous pouvez suivre un petit peu ce que je fais, je lance régulièrement des formations, vous n'êtes pas obligé de prendre les formations, il y a aussi des vidéos gratuites. Et puis si au détour d'un voyage dans un petit bled paumé où il n'y a pas beaucoup de Français, vous apercevez que je suis au même endroit que vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail ou comme vous voulez. Et puis on ira prendre une petite bière et discuter de liberté avec grand plaisir. Tribu Digital, vous venez d'entendre Antoine Blanchemaison alias Antoine BM partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Antoine dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page d'Antoine sur antoinebm.com et de le suivre sur ses réseaux sociaux, sur YouTube. Et si vous vous retrouvez dans un bled paumé, et que par ce grand hasard, vous êtes dans le même bled paumé qu'Antoine, allez boire une bière avec lui et vous parlerez de liberté. Antoine, vraiment merci beaucoup d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci François, ça m'a fait très plaisir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Antoine. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter et Instagram. C'est @RevoDigital et sur Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts ou SoundCloud ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!